Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. À la une, l'autopsie ce matin sur les corps des 5 enfants de la famille Diaz des Parcelles Assainies décédés dans l'incendie de mercredi, l'inhumation dans les prochaines heures. Le geste humanitaire de la justice dans cette affaire, le juge d'instruction qui a permis au père des victimes en prison au moment des faits d'assister aux funérailles. L'Observatoire des lieux de privation des libertés salue la mesure. Dans l'actualité religieuse, le Magal de Darou-Mourti aujourd'hui, le deuxième plus grand événement, la confrérie mouride. Le Ramadan, c'est dans 2 semaines, il y en a qui n'attendent pas. C'est notre reportage du jour, reportage auprès de ces musulmans qui anticipent le jeûne. À suivre aussi notre dossier cinéma au lendemain de l'inauguration d'une nouvelle salle de cinéma à Dakar par le groupe français Bolloré. La place des privés dans la relance du secteur cinématographique au Sénégal, on le verra. Le grand journal, l'actualité internationale, les titres, Sornana Tambaye. En Gambie, les présumées victimes du régime de Yaya Jammeh sont fatiguées d'attendre. Elles demandent à la justice de presser le pas. Depuis l'ouverture des enquêtes sur les actes de torture, assassinats et disparitions forcées, il n'y a pas eu de poursuite. En Côte d'Ivoire, les militaires qui s'étaient mutinés en janvier ont décidé de renoncer à leurs revendications financières. Ils se sont même excusés lors d'une audience avec le président Alassane Dramane Ouattara. À suivre le journal des sports avec Cher Tidiane Gagne. Dakar, capitale sportive de la CEDEAO, le tournoi de lutte traditionnelle démarre aujourd'hui au stadium Ibamar Diop. Dans ce journal, nous reviendrons sur la rencontre amicale internationale qui a opposé hier le Sénégal à la Mauritanie, match remporté par les Sénégalais. Vous entendrez la réaction de Corentin Martins, l'entraîneur de l'équipe nationale de la Mauritanie. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur la finale du championnat national de rugby prévue pendant ce week-end, Babacar. D'un point de vue, le débat du jour va porter sur la société civile face aux législatives. Rendez-vous après 12h30. Babacar Fall. Bonjour à tous, bienvenue. 48 heures après l'incendie dans un quartier de l'unité 17 des Parcelles Assainies de Dakar, une autopsie est effectuée aujourd'hui sur les corps des 5 victimes, 5 enfants d'une même famille, vous le savez, qui seraient morts par asphyxie. Et c'est seulement après cela que le procureur pourra autoriser leur inhumation. Ce drame a fini d'émouvoir l'opinion. Au moment du sinistre, la mère des jeunes victimes était absente pour raison de voyage. Le père, lui, est dans les liens de la détention à la prison de Thiès, mais le juge d'instruction en charge de son dossier lui a permis de venir à Dakar assister aux obsèques de ses enfants. Un geste humanitaire de la justice apprécié par la patronne de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés, Josette Marceline Ndiaye Lopez, s'entretient avec Georges Détié-Diop. Notre arsenal normatif intègre de plus en plus les considérations d'humanité et l'être humain est au centre des préoccupations de notre État. Et l'ONLPL concourt largement à la mise en œuvre de ces principes humanitaires et à travers son action, elle y concourt très largement. Il existe un décret prévu pour cela, c'est le décret 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales qui prévoit en sa section 2 les sorties sous escorte et les permissions de sortie dans certaines conditions bien définies. Et l'article 94 de ce texte dispose « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 193 du Code de procédure pénale, obtenir à titre exceptionnel une sortie sous escorte ». Ce qui a été fait. Donc c'est permis par la loi. En tant qu'observateur national des lieux de privation de liberté, je profite d'ailleurs de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée. Et je salue au passage la magnanimité des autorités judiciaires et de l'administration pénitentiaire pour ce geste qui honore notre pays. C'est une pratique qui est permise par la loi, dans certaines conditions. Parce que vous savez, de plus en plus, la peine n'est plus cette sanction infamante et dégradante. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de l'aspect humain du délinquant. C'est pourquoi cette mesure s'inscrit dans ce cadre. Josette Marceline Ndiaye Lopez, observateur national des lieux de privation des libertés, au sujet donc de ce drame des Parcelles Assainies et de la justice qui a permis au père de famille qui a perdu 5 enfants et qui était en prison de venir assister aux obsèques de sa famille.
Cette noyade sur la plage de Anse-Bernard qu'on nous signale ce matin, les sapeurs-pompiers qui ont été alertés à 11h ce matin ont pu repêcher un corps sans vie. Nous y reviendrons. Les pompiers qui ont eu du travail ce matin avec cet incendie également dans un appartement sur la rue 67 angle 54 la Gueule-Tapée à Dakar. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Incendie qui s'est déclaré ce matin. Et il y a eu confusion sur les causes. Certains parlent d'un encensoir, d'autres évoquent un court-circuit électrique. L'enquête de la police peut-être va éclairer tout le monde. Sur le sujet, sur cet incendie, l'adjudant Alé Guissé de la brigade de la 11e compagnie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers Maliksi de Dakar, interrogé par Bertrand Ngom. Il s'agissait d'un feu d'immeuble à usage d'habitation, R+2, intéressant 2 chambres au rez-de-chaussée. À l'arrivée sur les lieux, le feu est presque éteint par les riverains. Nous avons poursuivi la reconnaissance en établissant une petite lance pour refroidissement. Les dégâts matériels, la salle contenant le salon, tout entièrement endommagé, plus la chambre à coucher. Heureusement, il n'y a pas de dégâts corporels. On a signalé des dégâts matériels. Il y a une boutique aussi qui a été réduite en ça. Cette boutique-là faisait partie du salon. Bon, qui avait, normalement, d'après l'intéressé là, il m'avait dit qu'on avait mis des habits et des chaussures pour les vendre. C'est complètement endommagé. L'origine de l'incendie? Bon, là nous ignorons. On ne sait pas l'origine de l'incendie. On nous a uniquement alerté. Pour le reste, on ne sait pas. Okay. Pour la suite maintenant de la poursuite judiciaire, ça ne nous concerne pas. Et une enquête sera ouverte? Bon, ça encore pas en savoir plus. Là, c'est la police qui est chargée de ça. Un incendie aussi à Mour, dans le quartier du 11 novembre. C'est une dibiterie qui a pris feu. Quelques petits dégâts. Les pompiers sont arrivés à temps pour éteindre les flammes. Merci d'écouter le grand journal sur RFM midi 7. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. On célèbre aujourd'hui 12 mai la journée internationale de l'infirmière. En fait, des infirmiers aussi, mais on dit journée internationale de l'infirmière pour rendre hommage à Florence Nightingale, cette Britannique qui a lutté au 19e siècle pour la valorisation du travail d'infirmier. Bref, infirmière, un métier qui attire encore au Sénégal. Constat dans ce reportage d'Awambaï. En pleine séance de simulation, des infirmiers et infirmières en formation délivrent des soins sur leurs camarades ou des mannequins. Eliman Fall dégage déjà de l'assurance. En salle de travaux pratiques, l'étudiant en première année confie. Il adore le métier d'infirmier. Nous aimons aider et la meilleure façon de remplir cette fonction d'aide-là, c'est d'embarrasser un peu le métier de l'infirmier. On est en train de nous former par rapport à ça et la volonté est là. Nous sommes dans une école de renommée et il nous forge vraiment à comprendre réellement ce qui nous attend sur le terrain. Ndeye Awasek connaît déjà les réalités du terrain pour avoir été assistante infirmière pendant 7 ans. Aujourd'hui, elle veut s'améliorer et être infirmière d'État en plein temps. Elle parle de l'importance de l'accueil. Tout d'abord, on doit être au même niveau que nos patients. Accueillante, attentive, souriante et ne pas s'énerver aussi. Parfois, on est face à une personne qui est malade, qui vous insulte, tout ça. Nous, on doit être calme et le comprendre parce qu'il est venu seulement parce qu'il souffre et il a besoin d'être accompagné surtout. Le défi de Awambaï, étudiante en première année aussi, faire partie des personnes qui vont corriger les imperfections côté comportement. C'est un métier noble et vraiment j'aime la santé et je ferai de mon mieux parce qu'il y a beaucoup de défis dans la santé parce qu'on voit maintenant beaucoup de choses. Nous sommes la nouvelle génération, on fera de tout notre mieux. Quant au salaire, ils sont unanimes. La passion l'emporte sur l'argent. Ils veulent tous ressembler à leur idole, Florence Nightingale, la première femme infirmière. Elle est britannique et elle a tout donné pour soulager la douleur des malades. Un reportage réalisé à l'École nationale de développement sanitaire et social à Dakar. La santé à Thiès, l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène veut lutter contre la forte mortalité maternelle dans cette région. Pour cela, le plateau technique a été relevé avec une nouvelle maternité construite grâce à la coopération italienne. Cher Antonio Peta Thiès pour RFM.
L'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est aujourd'hui cité en exemple dans la lutte contre la mortalité maternelle. Le plateau technique a été complètement relevé. Il s'est agi de constater l'état de fonctionnalité de la nouvelle maternité. Dr Lamine Gueye, interne des hôpitaux et gynécologue. Le accueil du matériel, notamment des cardiotopogrammes maternels et fœtales, ce qui a permis de relever le plateau technique au niveau de l'hôpital régional, d'avoir une meilleure surveillance pour nos patientes et pour les nouveau-nés. Le centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès fait partie des centres d'accouchement les plus performants du Sénégal selon les spécialistes, et c'est grâce à la coopération italienne. Parce qu'on a tous les éléments de paramétrage, aussi bien pour la mère mais aussi pour le nouveau-né. On n'attend plus de courir, tout est réuni pour travailler dans les bonnes conditions. Je pense que c'est l'occasion de remercier nos partenaires. Une satisfaction du président du conseil départemental de Thiès, Yankoba Diatara. À l'hôpital régional aussi, nous avons constaté l'état de fonctionnalité de la nouvelle maternité qui est une sorte de clinique à l'intérieur de notre hôpital, qui est l'un des centres d'accouchement les plus performants, et c'est vraiment grâce à la coopération italienne. Le conseil départemental de Thiès a mis en place un programme, une commune, un centre de santé d'un coût global de 3 milliards de francs CFA. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Yankoba Diatara, plutôt vice-président au conseil départemental de Thiès. Merci Cheikh Anta. C'est l'un des titres de ce grand journal, l'actualité religieuse, dominé par le Magal de Darou Mourti, célébré donc aujourd'hui. C'est la deuxième capitale du mouridisme, Darou Mourti, qui commémore les retrouvailles entre Mame Thierno Ibra Fati et son grand frère Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. Cette rencontre s'est déroulée au retour d'exil de Serigne Touba du Gabon, donc exil au Gabon. Notre correspondant dans cette zone, Mohamed Diop, nous parle de beaucoup de monde sur les routes. Sur les routes, le flot de véhicules est continu, entassé à l'intérieur et même sur les toits. Tous les moyens sont bons pour les fidèles pour allier la deuxième capitale du mouridisme, Darou Mourti. Sur place également, c'est la ferveur et le recueillement de nombreux exemplaires du Saint-Coran ont été lus et la déclamation des Khasaïd 100 ans de l'entrée de la cité de Ndamal Darou. La 73e édition du Magal de Darou Mourti est vécue intensément du côté des fidèles et du Khalif de Darou Mourti, Serigne Abbas Mbacké. Cet événement commémore les retrouvailles entre Mame Thierno Ibra Fati Mbacké et son grand frère Cheikh Ahmadou Bamba, de retour de son exil du Gabon. La cérémonie officielle, le clou de la manifestation est prévu demain à Darou Mourti. Mohamed Diop, Darou Mourti, RFM. Religion toujours, nous sommes à 2 semaines du début du Ramadan, mais au Sénégal et sans doute ailleurs, dans des pays où vivent des musulmans, il y en a qui n'attendent pas le jour J pour commencer déjà à jeûner. C'est une pratique très courante au Sénégal, comme vous allez le constater dans ce reportage de Seydou Nourouba, où il y a qui anticipe donc. Le mois de Ramadan, un mois sacré. 15 jours auparavant, certains fidèles musulmans s'y préparent. Mais comment? Oustaz Mortiam, animateur religieux à RFM. Oui, le prophète le faisait 15 jours avant le Ramadan. Il en profitait pour lire le Coran, assister ou aider ses proches. Ce serait aussi bien que les musulmans que nous sommes essayons de vivre psychologiquement. Une préparation psychologique. Jeûner, lire le Coran, aider ou assister son proche avant le mois béni. Ce n'est pas dans les habitudes du jeune Dembélé. C'est la manière de voir le Ramadan ou bien autre chose. On n'a pas besoin de me préparer. C'est pas la peine de se préparer. Si le mois est là, il faut jeûner tout simplement. Oui. Ce n'est pas non plus le cas chez cette jeune fille. En bonne musulmane, elle attend comme le jeune Dembélé l'apparition du croissant lunaire annonçant le mois de Ramadan. De se préparer, non, moi je ne le prépare pas. Si le Ramadan vient, je m'engage. Ça ne me fait rien, oui. Oui, je vois des gens qui le font. de parler oui, ils ont raison pour prendre l'habitude avant le mois de Ramadan, c'est bon. Ils sont nombreux, les jeunes que nous avons rencontrés, qui ne sont pas prêts à jeûner avant le Ramadan, histoire de se préparer psychologiquement. Mais tous reconnaissent cet enseignement du prophète, paix et salut sur lui. À midi et 14 minutes, le grand journal sur RFM, un mot de culture au lendemain de l'inauguration à Dakar d'une nouvelle salle de cinéma par le groupe français Bolloré en collaboration d'autres hommes d'affaires sénégalais. La place justement des privés dans l'industrie cinématographique du Sénégal, des nationaux et quelques majors étrangers
déjà de plein pied donc dans le secteur, mais beaucoup souhaitent un cadre institutionnel beaucoup plus favorable pour davantage contribuer à la relance de ce secteur. Le cinéma sénégalais qui gagne des prix, mais absence de salles de cinéma, le grand paradoxe dans ce pays. Le dossier cinéma de ce midi signé Mohamed Salimouba. Le secteur du cinéma est un secteur libéral et à ce titre, l'industrie cinématographique doit attirer des capitaux privés. Mais pour y arriver, assure Hugo Diaz, le directeur de la cinématographie, l'État doit créer un cadre qui puisse prendre en charge les exigences du secteur. Pour déjà assurer la protection, protéger ceux qui lancent, protéger les investissements du privé et surtout protéger même la matière qui est la création à travers le droit d'auteur. Le financement, souci permanent, mais aussi une législation qui porte soutien de son côté à Alioune Diop. Il est journaliste culturel à Radio Sénégal International. Une exonération d'impôts pour toutes ces sociétés qui appuient le cinéma. C'est ça que j'appelle appui institutionnel. À partir de l'État, à partir de l'Assemblée nationale, je crois qu'on peut aller vers un élément assez institutionnel pour appuyer ces sociétés qui financent dans le cinéma. Autre problème auquel les exploitants de salles de cinéma devraient être confrontés, l'équation des salles de cinéma qui se compte sur les doigts d'une main au Sénégal. Hugo Diaz rassure. Le secteur privé sénégalais doit prendre des risques. Aujourd'hui, si nous avons des salles aux standards internationaux, aux normes internationales, c'est parce que aussi il faut qu'il y ait ces majors qui viennent nous tirer. Et les sociétés, par exemple sénégalaises, peuvent aller vers des coproductions. Je pense que c'est tellement dans le domaine des séries. Vous voyez, dans les séries aujourd'hui, le groupe Vivendi ou Canal s'intéresse au contenu sénégalais. Avoir des salles et les remplir surtout. À ce niveau, Alioune Diop pense qu'il faut suivre le chemin ouvert par les télévisions nationales. Proposer des films qui attirent, nos films surtout. Les gens aiment nos films, contrairement à ce que l'on pense. Il faut programmer des films sénégalais, des films africains. Déjà, les salles qui existent ici, si les films sont programmés, le public va fréquenter ces salles. Il faut décentraliser. Un pays comme le Sénégal qui n'a pas 5 salles, c'est un scandale, on peut le dire. Pour appuyer l'industrie cinématographique, l'État a mis en place le FOPICA, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Celui-ci est doté d'1 milliard de francs CFA. L'enveloppe devrait être portée à 2 milliards de francs CFA en 2018. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornona Tambay, bonjour. Bonjour Babacar. La Gambie d'abord avec les victimes présumées du régime de Yaya Jammeh qui dénoncent l'inertie de la justice. Elle réclame justice après 2 décennies de torture, assassinat ou encore disparition forcée. Dès l'arrivée d'Adama Barrow, des enquêtes ont été ouvertes, mais aucune poursuite n'a été engagée, précise le ministre de la Justice, Daouda Diouf. C'est avec l'avènement du président Barrow que des victimes et des familles de victimes d'abus de l'ex-régime de Yaya Jammeh pressent la justice gambienne pour qu'elle accélère la cadence, arrêter, inculper, juger et condamner les présumés bourreaux des actes tortionnaires. Aujourd'hui, le système judiciaire gambien, longtemps accusé de servilité envers Yaya Jammeh, fait face à une forte pression de victimes de son régime, réclamant justice après 2 décennies de torture, de meurtres et disparitions forcées. En Gambie, des enquêtes sont en cours sur plusieurs dizaines de cas de disparitions forcées ayant permis, selon la police nationale, une dizaine d'arrestations, notamment au sein des Jungles Broussard, considérés comme les escadrons de la mort pro-Yaya Jammeh. Selon le ministre de la Justice de la Gambie, M. Tambédou, pour bien ficeler les dossiers de poursuite, il faudrait revoir le système judiciaire gambien où des juges étrangers étaient traditionnellement nommés à des postes clés et étaient accusés de servilité envers le régime de Jammeh. Il conclut que le président Barrow a hérité d'un système de justice pénale en panne et les nouvelles autorités doivent le réparer pour bien avancer dans les futures procédures. La Côte d'Ivoire maintenant avec les militaires qui s'étaient mutinés, qui déclarent renoncer à toute revendication financière. En début janvier, Babacar, ils réclamaient chacun 12 millions de francs de primes. Lors d'une rencontre avec le président Alassane Ouattara, ils ont présenté des excuses et renoncé à cette revendication. Par ailleurs, on a entendu aboyer des tirs. Mélanie Aminata Sambou. Mélanie, ce sera plus tard certainement, Babacar. Le Niger, un camp de la gendarmerie qui a subi une attaque.
Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les assaillants ont réussi tout de même à emporter du matériel tel que des véhicules, des armes et des munitions. Le camp ciblé se trouve à 180 km de Niamey. Les présumés terroristes ont pris la direction de la frontière du nord Mali. La Centrafrique, de nouvelles violences qui font une dizaine de morts en 3 jours dans le sud du pays. D'après des informations de la Croix-Rouge, dans la ville d'Alindao, 37 corps ont été retrouvés et 110 personnes ont été blessées entre le 8 et le 10 mai. Les violences ont opposé 2 factions rebelles, l'Union pour la paix en Centrafrique et les anti-Balaka. Un prêtre officiant dans la ville a ajouté que la plupart des rebelles ont utilisé des armes blanches, mais des tirs à l'arme lourde ont aussi été entendus. On enchaîne, on termine par ça. La RDC, plusieurs partis de l'opposition qui décident de se regrouper, de regrouper leurs forces au sein de l'hémicycle à l'Assemblée donc. Ils ont créé un groupe parlementaire parce que, se sachant minoritaires, les députés du regroupement des députés du Rassemblement représentent un peu plus d'un 5e des députés nationaux. L'objectif des partis est de faire passer les idées de leur plateforme. Pour commencer, les membres du RDR déclarent attendre de pied ferme la séance pour l'investiture du gouvernement de Chebala. Plusieurs autres questions tiennent également à cœur ce nouveau groupe, notamment la loi électorale et la loi sur la répartition des sièges. Sorna Natambaye, le journal international. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour va porter tout à l'heure sur la société civile face aux élections législatives du 30 juillet prochain. RFI. Le journal des sports présenté par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Babacar Fall. À la une, il y a la lutte, on le verra tout à l'heure, mais d'abord parlons de l'équipe nationale locale du Sénégal, sortie vainqueur de sa confrontation amicale avec la Mauritanie. Réaction côté Mauritanie ce midi. Et c'est avec Corentin Martins, l'entraîneur de l'équipe nationale mauritanienne. Notez que le Sénégal a remporté cette partie hier 2-0 et pour lui, il faut impérativement changer des choses dans son équipe. Nous écoutons le sélectionneur français, il est interrogé par Moudadem. À l'analyse, on n'est pas beaucoup embêté en tout cas tout l'ensemble du match. C'est vrai que le Sénégal a eu très peu d'occasions, même si dans le jeu elle a eu le pied sur le ballon sans aucun problème. Je regrette un petit peu notre entame de match. On a été trop gentil, on n'a pas été assez agressif. Bon, on prend 2 pénaltys qui sont incontestables, même si c'est des faits de jeu. Mais après on a essayé sur la deuxième mi-temps en tout cas de repartir sur un deuxième match. Sur l'état d'esprit était mieux. Faut dire que c'est un bon match parce que ça a été loin d'être bon parce qu'on n'a pas dû avoir une occasion. Donc pour gagner des matchs, il faut avoir des occasions. Et ce soir, on n'a pas réussi à le faire. Donc il manque beaucoup de choses, tant au niveau offensif que défensif, pour pouvoir espérer bien sûr se qualifier pour le CHAN. On n'a pas fait assez défensivement, on était trop loin de l'adversaire. On n'a pas eu une organisation très, très solide. Et puis quand on a eu le ballon, on l'a perdu assez régulièrement aussi. Donc maintenant, c'est surtout sur l'état d'esprit que je juge l'équipe aujourd'hui. Première mi-temps, on n'était pas présent. Deuxième mi-temps, ça a été mieux. Toujours chercher des points positifs, même si sur l'ensemble du match, il n'y a pas eu photo. Le Sénégal a été largement supérieur à nous. Il faut noter que ces deux formations préparent les éliminatoires du CHAN, cette compétition réservée aux équipes nationales locales. La prochaine édition sera organisée plutôt par le Kenyan, c'est en 2018. Début ce vendredi de la 21e journée de la Ligue 2. Un match avancé cet après-midi au stade Demba Diop à 16h à la Renaissance de Dakar. Premier non relégable accueille Diamono de Fatick. Importante confrontation toujours au stade Demba Diop dans la course à la tête du classement entre Port 5e Africa Promo Foot 4e qui est à 1 point derrière les co-leaders que sont la Sonacos de Diourbel et AS Pikine. Dimanche, la Sonacos justement affronte la Lanterne Rouge, le Barquet de Kébémer, tandis que AS Pikine joue contre l'équipe de Kayor Football Club Babacar. La lutte, on y est, le TOLAC, le tournoi de lutte de la CEDEAO, l'édition de Dakar, début des combats ce soir. Au stadium Iba Mar Diop, 14 pays y participent à cet effet, dont le pays hôte, le Sénégal, qui fait office de favori sur le CAM. Le Sénégal va tenter de défendre son titre pour cette 8e édition du tournoi de Dakar. Avec un palmarès riche, 6 fois champion, le Sénégal a une chance réelle de remporter cette édition, estime le journaliste au quotidien Sunulamb, Abdoulaye Dembélé. C'est une équipe assez expérimentée. Déjà individuellement, nous avons Cheikh Tidiane Ndiaye de la catégorie des 86 kilos. Maintenant, pour les autres, ils ont aussi une expérience
en ce sens qu'ils étaient les vainqueurs à Dosso l'année dernière. Il faut savoir que ces 5 lutteurs sont les meilleurs de leur catégorie depuis des saisons. Ils survolent pratiquement tous les grands tournois de lutte traditionnelle sans frappe qui s'organisent à l'intérieur du pays et également au niveau de Dakar. Pour cette année-ci, le tournoi va voir la participation de 14 équipes. Autrement dit, tous les pays de la CEDEAO, excepté le Cap-Vert. Mais cela ne change en rien. La performance attendue du Sénégal, selon le vice-président du CNG, Thierry Noka. Mais qu'il y ait 14 équipes ou 13, la difficulté reste la même. Donc ce n'est pas parce qu'il y a 14 équipes que ça va être plus difficile que les autres éditions. Ça a toujours été difficile, que nous sommes dans le sport, ce qui veut dire que c'est une compétition ouverte. On s'est bien préparé, on vient pour espérer remporter le tournoi. Rendez-vous est donné au stade Iba Mar Diop ce soir pour les compétitions par équipe et celles en individuel commencent ce samedi. Sur le Thiam. Et Cheikh Tidiane, on termine par le rugby qui va voir sa saison 2017 se terminer aujourd'hui, ce week-end. Oui, dimanche précisément, au stade Iba Mar Diop à 14h30. C'est la finale de la D2 avec Jambar de la SICAP qui va jouer contre le Racing Club de Nianing. Juste après la finale de la D1, 16h30 donc, entre Panthères de Grand Yoff qui vise le Grand Chelem après avoir remporté le tournoi à 7, la Coupe du Sénégal et le tournoi des 4 grands, donc les Panthères de Yoff qui vont jouer contre S'en Fout le score de Lac Rose. Notez que cette finale sera arbitrée par un international étudiant. Notez aussi que le Sénégal qui se prépare à participer à la CAN d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations plutôt, à 15 avec cette rencontre devant opposer le Sénégal au Zimbabwe. Ce sera le 24 juin et puis le 1er juillet, le Sénégal qui va affronter l'Ouganda. C'est fini, Babacar. Merci, cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mahmoud Ibrakan du vendredi et cette bataille épique qui s'annonce entre les deux grandes coalitions de l'opposition et de la majorité. Benno face à Manko, le grand combat de lutte saison 2016-2017. Comprenez par là la période allant du référendum de mars 2016 aux législatives de juillet 2017. Qui va l'emporter? A priori, l'enjeu pour le pouvoir est de conserver sa majorité à l'Assemblée nationale et pour l'opposition d'imposer la cohabitation. Mais l'enjeu de taille du mortal combat du 30 juillet n'est pas le nombre de sièges de députés en jeu. C'est plutôt le trône et la couronne de président de la République en 2019. Simple à comprendre. Si Benno distance largement Manko en termes de vote populaire et non uniquement de nombre de députés, le mode de scrutin restant le fameux Raogadou sur la majoritaire, le président Macky Sall aura alors une forte chance de garder son fauteuil dans 2 ans. Si en revanche Manko l'emporte au suffrage populaire ou même est légèrement devancé par Benno, une nouvelle alternance sera fortement probable en 2019. Le temps nous le dira. Chacun des deux blocs politiques a des atouts et des handicaps, et les atouts de l'un étant les handicaps de l'autre, les handicaps de l'un constituant les atouts de l'autre. D'abord, Benno Bokk Yakaar. Ses atouts se nomment longévité rare pour une coalition au pouvoir et donc expérience, programme commun de gouvernement, plan Sénégal émergent. Quelles que puissent être les critiques fondées ou non à son encontre, le PSE est jusqu'à ce jour la seule véritable offre politique connue des Sénégalais. Normal, me diriez-vous, c'est le pouvoir qui a la responsabilité de gouverner. Mais être opposant n'exonère pas non plus de proposer une offre politique. Si gouverner c'est prévoir, il faut aussi prévoir avant de gouverner. Cependant, bébé Y est un gros bébé très capricieux, pour ne pas dire bourré de handicaps, qui en ont guerre et indiscipline au sein du parti présidentiel qu'est la paire, impactant l'ensemble de la coalition. Ces turbulences sont la preuve que le bloc Benno n'est pas ou n'est plus un roc.
Le départ du bloc des centristes Gaïndé de Jean-Paul Diaz en est une illustration. Certes, le BCG n'est pas un foudre de guerre en matière de poids électoral, mais Diaz père, qui en est le premier secrétaire, n'en est pas moins un symbole de fidélité matinale au président Macky Sall, au temps où il mangeait son pain noir d'opposant lors des années de braise du combat contre le pouvoir du président Abdoulaye Wade. La qualité vaut parfois mieux que la quantité. Aussi la transhumance, notamment la manière dont certains transhument vers les présidents, s'ajoute à la même colonne la gestion jugée nébuleuse par une partie de l'opinion des contrats de pétrole et de gaz. Un paradoxe pour un régime qui entend séduire l'électorat sur le thème de campagne, gouvernance sobre et vertueuse. Venons-en à Manko Tahaou Sénégal. Saura-t-il profiter des handicaps du pouvoir? En politique, les erreurs de l'adversaire vous profitent souvent. Mais pas toujours. Toujours est-il que le bloc des opposants a des atouts à faire valoir. L'opinion peut, par exemple, être sensible à la dynamique de rassemblement de l'opposition dite significative, qui plus est prête à s'aligner sur une liste commune. Peut également être un avantage pour Manko le combat commun avec la société civile tel que le mouvement Y en a marre sur certains points que sont la transparence, le respect des libertés, l'indépendance de la justice, entre autres cris de ralliement. L'atout principal d'une opposition, c'est aussi, ne jamais l'oublier, de ne pas avoir un bilan à présenter. Bilan d'une législature qui, force est de l'avouer, est très mitigé pour dire le moins. Toutefois, Manko Tahaou Sénégal étale également des handicaps. Il s'agit avant tout de l'absence d'un thème de ralliement à l'image de la belle trouvaille des assises nationales des opposants au temps du régime de Wade. Autre handicap non négligeable, le défaut d'idéologie dans la stratégie de Manko qui donne l'impression à beaucoup de citoyens que les adversaires du président Sall font dans l'opposition crypto-personnelle. Sans oublier que l'idée de la présence de l'ancien président Wade sur les listes de Manko a à la fois des avantages et des inconvénients, tout comme le malheur commun à Idrissa Seck, Karim Wade et Khalifa Sall d'avoir tous trois fait la prison peut être diversement apprécié, quand bien même le leader de Réumi eût bénéficié d'un non-lieu et le maire de Dakar serait-il présumé innocent. Et ça, c'est pour les formations politique classique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une percée de ceux qu'on ne connaît pas traditionnellement actifs dans le landerneau politique sénégalais? Exemple de ce qui s'est passé en France avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Babacar, disons, à l'endroit de Manko et de Benno, en management politique comme en management tout court, avoir des avantages comparatifs face à un concurrent, ce n'est pas rien. Et le gros défi pour chacun des deux grands pôles reste le crédit et la crédibilité qu'il renvoie aux Sénégalais. Un discrédit de la classe politique traditionnelle, communément appelée establishment, pourrait entraîner une macronisation de Macron de l'espace public sénégalais. Le jeu de yo-yo, particulièrement la transhumance et l'enrichissement sans cause, en sont les plus grandes menaces. Toute proportion gardée, on a déjà assisté en 2012 au même phénomène qu'en France, celui de la maquisation, néologisme tiré cette fois-ci de maquis. Du fait d'une martyrisation à outrance, de cohérence, d'audace et de mésentente Tanor Niasse, l'actuel chef de l'État, en un court séjour dans l'opposition, avait réussi à déjouer bien des pronostics. C'est le coup parfait du troisième larron. Merci beaucoup Mamoudou Hurakan, midi 34, RFM, le grand journal, il est midi 34 donc, et on accueille Georges Destudio pour la revue de presse. RFM, la presse du jour. Parcelles pleure toujours ses morts. C'est toujours le choc
à l'unité 17. L'observateur évoque une atmosphère d'émoi, de consternation et d'attendrissement après la mort de 5 enfants d'une même famille. La maison du drame est mise sous scellé. La famille élargie ne dispose pas encore des corps des défunts pour pouvoir les enterrer. Mais ce qui la préoccupe surtout, c'est l'état de santé de la maman des victimes. L'observateur nous apprend qu'elle se dégrade. Elle est d'ailleurs sous surveillance médicale. Le plus poignant, un message de sa fille aînée. Message qui avait tout d'une prémonition. Astou l'a appelé pour lui dire « Maman, quoi qu'il advienne, il faudra être forte. Tu as fait tout ce que tu devais faire pour nous. Je t'aime très fort, car tu es une maman modèle. » L'observateur a recueilli le témoignage de celle qui est pressentie pour être la porte-parole de la famille, la grande sœur de la mère des 5 enfants. Ndeye parle de l'absence de la maman, des supposés appels des victimes entre autres. L'Obs informe aussi que leur père, élargi de prison, a été conduit à Dakar sous bonne escorte. Un œil sur le secteur de la santé. Le Soleil s'arrête sur ce geste du président Sall. Il dote le système de santé de 165 ambulances médicalisées, de 4 unités mobiles d'intervention aussi. Coût de ce matériel, 8 milliards de francs CFA. Le Soleil souligne que ces équipements ont été remis hier par le président Sall. Le chef de l'État qui, si l'on se fie au journal LAS, a adressé une lettre au leader de Benno Bokk Yakaar. La lettre est datée du 10 mai. Selon LAS, le document rappelle aux différents membres de la coalition présidentielle l'engagement pris en 2012 de lutter ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Mon confrère note que le président de la coalition Benno Bokk Yakaar laisse entrevoir qu'il demeure toujours attaché à ce principe. De quoi faire dire à LAS que Macky remobilise ses troupes. Seulement, le président Sall doit se mettre à l'idée que l'opposition est dans une bonne dynamique en fédérant ses forces. Elle veut d'ailleurs se mettre en évidence la semaine prochaine. La nouvelle coalition va organiser un grand rassemblement à Dakar vendredi prochain. Les journaux en parlent ce matin. Sud Quotidien relève que Manko met Macky sous pression. Selon le journal, Manko Taxawu Sénégal ne compte pas lâcher prise dans sa dynamique de contestation du régime en place. Elle a décidé hier d'investir le boulevard Général de Gaulle le 19 mai prochain. Revoilà l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar et la requête d'annulation introduite devant la cour d'appel de Dakar par les conseils de Khalifa Sall. Enquête informe que c'est le 16 mai prochain que la chambre d'accusation va donner sa décision. Mais déjà, le parquet général s'est opposé à cette demande. Selon enquête, les conseils du maire de Dakar jugent le rapport de l'inspection générale d'État anticonstitutionnel. Mais pour les avocats de l'État, la défense n'ose pas aller en procès. Le rapport de l'IGE n'est pas un acte d'instruction. Tout a été fait pour semer des confusions. Donc, de l'avis de Maître Baboucar Cissé, on se dit qu'on essaie de gagner du temps. Mais c'est bonne guerre. J'estime que cette stratégie est inadéquate, fait savoir Maître Baboucar Cissé, qui ajoute que les avocats de la défense veulent garder Khalifa Sall en prison jusqu'après les législatives. À la une du journal Le Quotidien, fuite au concours général. Mon confrère assimile l'affaire à un scandale. L'épreuve de mathématiques a fuité et atterri entre les mains des élèves du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Conséquence, ça pète du côté de l'Imam Moulay et du Prytanée militaire. Le journal Le Quotidien renseigne que ces 2 lycées demandent l'annulation de cette épreuve et sa reprise pour conserver la crédibilité du concours général. Sinon, ils promettent d'introduire un recours pour rétablir leur chance. En sport, Vox Sport décline ce qui semble faire courir à la Fédération sénégalaise de football l'argent. En d'autres termes, les enjeux d'une élection. 3 milliards pour le prochain patron. Oui, 3 milliards, ce n'est pas rien. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On est à quelques jours de la clôture des dépôts de candidature pour les élections législatives du 30 juillet. Alors, quelle place dans ces élections pour la société civile sénégalaise? Nous en parlons, nous avons 5 minutes pour en parler avec le professeur Mbaye Thiam, historien, formateur à l'EBA de l'école des bibliothécaires et archivistes documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes également chercheur, vous réfléchissez beaucoup sur les questions politiques. Barkaba est également avec nous, journaliste, directeur de l'information de la chaîne TFM. Bonjour Barka. Bonjour Babacar. Alors, professeur Mbaye Thiam, avec vous d'abord, on voit les différentes chapelles politiques se préparer à ces investitures d'abord, avant l'élection, le 30 juillet. La société civile a l'impression qu'on ne la voit pas trop. On ne la voit pas trop parce que pour le moment, c'est les politiques qui tracent la voie.
nous allons en effet vers des élections extrêmement importantes parce qu'il s'agira à travers les municipales de juillet et législatives plutôt de juillet 2017 de jouer la première mi-temps des présidentielles de 2019. Du coup, pratiquement toute la société politique, si on peut parler ainsi, est complètement intéressée par des enjeux extrêmement importants et en train de s'organiser à travers des coalitions, et on a vu que l'espace politique est en train d'être clarifié à travers une offre politique qui va tourner autour de deux coalitions essentielles, la coalition au pouvoir avec Benno et la coalition dans l'opposition avec Manko. La société civile, on a l'impression qu'elle se cherche encore et qu'elle attend peut-être, et qui est un mauvais calcul, que la société politique définisse ses modes d'action et son fonctionnement pour se prononcer. Ce qui me paraît être tactiquement une mauvaise chose. Elle aurait pu, depuis que les enjeux sont déclinés, commencer à travailler sur son projet, si tant est que elle a un projet, la société civile. Merci, professeur Mbaye Thiam. Tout à l'heure, on va terminer avec vous. Mais Barkaba, alors, il y a à s'inquiéter pour cette société civile, d'autant plus que les candidatures indépendantes pour les législatives sont désormais autorisées et on pensait peut-être qu'avec ça, il y aurait des choses intéressantes aux prochaines législatives, une percée peut-être. Est-ce qu'on peut encore y croire? Oui, Babacar, je pense que la société civile sénégalaise, ou du moins une partie d'entre elles, vit une crise assez profonde depuis au moins la présidentielle de 2012. Il y a toujours eu un problème... Avec le ralliement de certains comptes de la société civile à l'époque qui ont rallié le camp présidentiel. Exactement, de figures connues et reconnues de cette entité appelée société civile qui regroupe beaucoup de choses et dont il est très très difficile d'appréhender une définition exacte tant elle se prête à plusieurs confusions, mais bref, pour dire le moins, au moins depuis 2000, il y a une sorte de brouillage qui accompagne cette société civile. Et la trajectoire de certaines de ces figures qui ont joué un rôle éminemment important dans l'histoire de ce pays n'ont pas beaucoup aidé à clarifier, à lever le brouillard qui entoure cette société civile. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac parce que d'autres acteurs connus continuent de faire leur travail en restant dans les fondamentaux qui caractérisent la société civile. Je veux donner l'exemple du Forum civil, qui a joué avant 2012 un rôle extrêmement important et qui continue de le faire. Mais si aujourd'hui le problème qui est soulevé, c'est-à-dire de savoir est-ce que la société civile va continuer à être un acteur dans ce pays, si on pose le débat, c'est parce que après le ralliement de certaines figures de cette société civile à la société politique. Il faut pas s'attendre à de gros changements. On a vu, par exemple, en France hier, les investitures du camp de Macron pour les législatives françaises. Les investitures, 52% de société civile. La sociologie de la politique au Sénégal, elle va pas changer, on a l'impression. Un peu partout, Babacar, que ce soit ici ou en France, l'un des phénomènes que l'on peut noter, c'est qu'il y a une perte de crédibilité chez certains hommes politiques ou politiciens. Et le fait qu'en France, la liste Macron ou bien la dynamique Macron s'articule autour de figures neuves dites appartenant à la société civile, et c'est quelque chose de très intéressant qu'on a déjà connu ici au Sénégal, avec la floraison de tout ce qu'on a appelé mouvement citoyen, qui était une sorte de voie de contournement pour ne pas, subir l'étiquette infamante du crochet de partis politiques. Et au Sénégal, le brouillage est encore beaucoup plus compliqué parce que l'évolution de certaines figures est trop compliquée. On a des politiciens professionnels qui, après les années 80, et souvent issus de la gauche, sont allés se réfugier dans la société civile. On a des gens issus de la société civile qui sont allés devenir de petits politiciens. Donc cette confusion fait que même une partie de la crédibilité qu'avaient certains acteurs de cette société civile, qui est nécessaire, qui est importante, parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. La société civile est très très importante comme arbitre du jeu entre l'opposition et, par exemple, ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est qu'au Sénégal, tous les repères
sont complètement brouillés, puisque dans ce pays, on ne fait presque jamais rien comme les autres. Bien, merci beaucoup, Barkaba. Professeur Mbaye Thiam, oui? Oui, Babacar. Alors, il n'y a pas à espérer que ça change. Au moins pour cette législative, il y aura presque du 100% politique, quoi, dans les batailles les plus attendues. Ça dépend des objectifs que se fixe la société civile. C'est-à-dire où elle décide de se mêler du jeu politique et donc participe aux élections législatives en perspective, ou alors elle exerce une veille vigilante sur l'activité politique, en étant pratiquement pour les citoyens et pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas dans le champ politique, pratiquement la température pratiquement de l'activité politique est une espèce d'aiguillon. Maintenant, si elle veut participer aux jeux politiques, il y a au moins, à mon sens, 3 exigences qu'il faut qu'elle s'impose. D'abord, une exigence de clarification de son profil dans le champ politique. Qu'est-ce qu'elle offre pratiquement de différent par rapport aux partis politiques? Une exigence de leadership crédible. La société civile, c'est un tout, mais si elle veut gagner et progresser sur le champ politique, elle devra nécessairement offrir à la société un ensemble de leaders parmi lesquels émergera un qui sera la locomotive qui va tirer la société civile dans un champ de politique de plus en plus confus. Enfin, une exigence d'une offre politique différente de celle que nous fait la société politique depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'elle offre en termes de mode d'action, de projets de société et de projets politiques? Si ces 3 exigences sont réglées, la société civile pourra soit se mêler à l'action politique en s'engageant derrière un leader, si tant est qu'il existe, ou alors se faire porter par des leaders politiques qui vont décliner le projet politique de la société civile. Auquel ils ne vont pas forcément adhérer fondamentalement. Merci, professeur Mbaye Thiam et Barkaba. On vous retrouve d'ailleurs dans le grand journal en Wolof tout à l'heure avec Sornongo Nengom, midi 46. Merci de nous avoir suivis.